Nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1892 et l'histoire solennelle d'Andrew Borden. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les documents historiques se trouvent de véritables personnes, dont les vies ont été irrévocablement changées par les événements qui se sont produits. Ceci est leur histoire, telle qu'elle peut être racontée au mieux. Dans la ville industrielle florissante de Fall River, Massachusetts, la famille Borden était un foyer d'une richesse considérable et d'un ressentiment silencieux. Le patriarche, Andrew Borden, était un promoteur immobilier et un président de banque prospère, mais il était notoirement avare. Sa famille vivait dans une maison modeste sur Second Street, un domicile qui manquait de manière flagrante des commodités modernes, comme la plomberie intérieure, que leur statut social leur aurait normalement permis d'avoir. Vivait sous son toit sa seconde épouse, Abby Durfee Gray Borden, et ses deux filles adultes issues de son premier mariage, Emma et Lizzie. Emma, l'aînée, était réservée, tandis que Lizzie, âgée de 32 ans, était plus en vue dans la communauté, active dans son église locale. Pourtant, toutes deux étaient des vieilles filles non mariées, un fait y ajouté à l'atmosphère tendue et oppressive au sein du foyer, où les tensions concernant l'argent et l'affection couvaient juste sous la surface. Dans les jours précédant la tragédie, un sentiment de crainte était déjà descendu sur le foyer Borden. Une maladie mystérieuse et violente avait frappé Andrew et Abby, les laissant faibles et effrayés. Abby confia au médecin de famille qu'elle croyait qu'ils étaient empoisonnés. La source de cette maladie ne fut jamais déterminée, mais elle ajouta une couche de peur véritable aux tensions domestiques existantes. Pendant cette même période, le 3 août, Lizzie Borden se rendit dans une pharmacie locale. Là, elle tenta d'acheter de l'acide prussique, un poison mortel, affirmant qu'elle en avait besoin pour nettoyer une cape en peau de phoque. Le pharmacien, trouvant sa demande inhabituelle et sa raison invraisemblable, refusa la vente. Cette tentative d'acquisition de poison, survenant juste un jour avant les meurtres, deviendrait plus tard un point d'intérêt crucial pour les enquêteurs, peignant un prélude glaçant à la violence qui allait survenir. La matinée du jeudi 4 août 1892 commença comme une journée d'été accablante, chaude et humide. Le foyer Borden n'était pas au complet. L'aînée des filles, Emma, était absente, rendant visite à des amis dans la ville voisine de Fairhaven. L'oncle maternel des filles, John Morse, qui avait passé la nuit dans la chambre d'amis, était parti tôt avec Andrew pour discuter d'affaires au centre-ville. Il ne restait que 3 personnes dans la maison. Abby Borden, la domestique logée Bridget Sullivan, et Lizzie. Après le petit déjeuner, Bridget sortit pour laver les fenêtres. Abby monta à l'étage, dans la chambre d'amis, pour ranger après le séjour de M. Morse. Lizzie resta en bas. Vers 10h30 du matin, Andrew Borden rentra chez lui après ses affaires en centre-ville. Se sentant mal, il décida de s'allonger pour une sieste sur le canapé en crin de cheval du salon, ignorant que sa femme gisait déjà morte dans la pièce juste au-dessus de lui. Environ 11h10, le calme tendu de la maison Borden fut brisé. Lizzie appela du bas de l'escalier arrière à la domestique, Bridget, qui se reposait dans sa chambre au 3e étage. « Maggie, descends !» cria-t-elle, utilisant le surnom habituel de la famille. « Descends vite, père est mort. Quelqu'un est entré et l'a tué. » Bridget se précipita en bas vers une scène choquante. Andrew Borden était affalé sur le canapé du salon, sa tête et son visage brutalement agressés. Dans la panique initiale, Lizzie envoya Bridget chercher le médecin de famille et une amie. Alors que les voisins et les autorités commençaient à arriver, une voisine, Adelaide Churchill, s'enquiert d'Abby. Après une brève recherche, Bridget Sullivan et Madame Churchill montèrent à l'étage. Là, dans la chambre d'Amy, elles firent une seconde découverte, tout aussi macabre. Le corps d'Abby Borden fut retrouvé sur le sol, entre le lit et la commode, victime de la même violence choquante qui avait coûté la vie à son mari.
La scène de crime au 92 Second Street était d'une brutalité extrême. Andrew et Abby Borden avaient tous deux été tués par de multiples coups puissants à la tête provenant d'un instrument tranchant et lourd, probablement une hachette ou une hache. Les attaques étaient si féroces qu'elles avaient rendu les victimes presque méconnaissables. La police, dirigée par le maréchal de la ville Rufus B. Hilliard, commença immédiatement son enquête. Ils menèrent une fouille minutieuse de la propriété à la recherche d'indices ou d'une potentielle arme du crime. Dans le sous-sol, ils trouvèrent plusieurs haches et hachettes. Une tête de hachette en particulier éveilla leurs soupçons. Son manche en bois était cassée et la tête elle-même semblait inhabituellement propre, comme si elle avait été récemment lavée et recouverte de cendres pour lui donner l'air d'être ancienne. Malgré son apparence suspecte, aucun sang ne fut définitivement trouvé dessus, et un lien clair avec les meurtres ne put être établi. L'absence d'une arme du crime claire, associée à aucun signe d'entrée forcée et à aucune propriété volée, laissa les enquêteurs face à une énigme profondément troublante. Dès le départ, les soupçons commencèrent à converger vers la seule personne connue pour être dans la maison et éveillée au moment des deux meurtres, Lizzie Borden. Son comportement immédiatement après fut décrit par des témoins comme étrangement calme et posé pour quelqu'un qui venait de perdre ses parents d'une manière si violente. Interrogée par la police et les voisins, ses récits étaient incohérents et contradictoires. Elle offrit des histoires variables sur l'endroit où elle se trouvait et ce qu'elle faisait ce matin-là, affirmant à un moment donné avoir été dans le grenier de la grange à la recherche de plombs de pêche. Cet alibi fut affaibli par le fait que le grenier était étouffant de chaleur et que les officiers trouvèrent la poussière sur le sol intacte. Des jours plus tard, lors d'une enquête formelle, son témoignage conflictuel et son évasivité apparente renforcèrent encore la conviction des autorités quant à sa culpabilité. Le 11 août, une semaine après les meurtres, Lizzie Borden fut arrêtée et inculpée du meurtre de son père et de sa belle-mère. 3. Le procès de Lizzie Borden, qui commença au palais de justice de New Bedford en juin 1893, fut une sensation nationale. 4 journaux de tout le pays envoyèrent des reporters pour couvrir les débats, et le public suivit chaque détail avec une attention passionnée. L'accusation, dirigée par le procureur de district Hosea M. Knowlton, pensait avoir une solide affaire circonstancielle. Ils avaient l'intention de dépeindre Lizzie comme une femme pleine de ressentiment, froide, motivée par une haine envers sa belle-mère et un désir de la fortune considérable de son père. Leurs preuves comprenaient la tentative de Lizzie d'acheter du poison, ses alibis contradictoires et le fait de brûler une robe dans le poêle de la cuisine quelques jours après les meurtres, ce qu'ils prétendirent être une tentative de détruire des preuves sanglantes. Le dossier de l'accusation, cependant, manquait d'une arme du crime et de toute preuve physique reliant directement Lizzie au crime. La défense de Lizzie fut gérée avec brio par une équipe dirigée par George D. Robinson, l'ancien gouverneur du Massachusetts très respecté. 6. Leur stratégie était à 2 volets. Premièrement, ils démantelèrent systématiquement les preuves circonstancielles de l'accusation, soulignant l'absence de sang sur la personne ou les vêtements de Lizzie immédiatement après la découverte. Ils firent valoir que la robe qu'elle avait brûlée était tachée de peinture et non de sang. Deuxièmement, et peut-être plus efficacement, ils présentèrent le caractère de Lizzie comme sa défense ultime. Ils la dépeignirent au jury composé uniquement d'hommes comme une femme chrétienne douce, pieuse et respectable, de bonne réputation, absolument incapable de commettre un acte aussi sauvage. Lors d'un moment dramatique du procès, les crânes d'Andrew et d'Abby furent présentés comme preuve, provoquant l'évanouissement de Lizzie, une vue qui a pu lui attirer de sympathie. Dans une décision cruciale, le juge jugea son témoignage contradictoire de l'enquête irrecevable, portant un coup dévastateur à l'affaire de l'accusation. Après 13 jours de témoignages, l'affaire fut soumise au jury. Le public et la presse attendaient avec anxiété un verdict que beaucoup supposaient prendre des jours à atteindre. Cependant, après avoir délibéré pendant seulement 90 minutes, le jury revint. Le président annonça le verdict « non coupable ». La salle d'audience explosa et Lizzie pleura de soulagement. L'acquittement fut accueilli par une réaction publique divisée. Beaucoup étaient convaincus de son innocence et célébrèrent le verdict, tandis que d'autres restaient certains qu'une femme coupable avait été libérée.
Son nom ayant été blanchi aux yeux de la loi, Lizzie et sa sœur Emma héritèrent de la fortune substantielle de leur père. Elles quittèrent bientôt la maison de Second Street et achetèrent un grand manoir dans le quartier chic de Fall River, que Lizzie nomma Maplecroft. Malgré sa richesse et son exonération légale, Lizzie Borden ne fut jamais réintégrée dans la communauté. Elle fut ostracisée socialement pour le reste de ses jours, vivant comme une recluse jusqu'à sa mort en 1927. Les meurtres de Borden ne furent jamais officiellement résolus. Bien que Lizzie Borden ait été acquittée, aucun autre suspect ne fut jamais sérieusement poursuivi ou inculpé, et elle demeure la figure centrale de l'affaire. Au fil des décennies, l'histoire s'est transformée d'une tragédie locale choquante en une pièce durable du folklore américain, immortalisée dans une comptine glaçante pour enfants. La nature brutale du crime, combinée aux suspects improbables et aux procès sensationnels, a créé un mystère qui continue de fasciner les historiens et les passionnés de true crime. Les théories abondent, pointant vers d'autres suspects potentiels. De la domestique Bridget Sullivan à l'oncle John Morse, mais aucune preuve concluante n'a jamais émergé. La vérité sur ce qui s'est passé dans cette maison chaude et claustrophobe le 4 août 1892 est morte avec ses occupants, ne laissant derrière elle que des questions sans réponse et une légende américaine troublante. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des individus impliqués et de l'impact que leurs histoires ont eu leur communauté. Si vous avez des réflexions sur l'affaire d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous vous joindrez à nous à nouveau pour notre prochaine affaire de True Crime.